Ok. Eh ben, merci à tous de votre présence en ce lundi de Pâques, de prendre du temps pour ça. Merci à Michael et puis merci à Mathieu et Delphine qui vont être là. C'est grâce à eux qu'on peut organiser ce stage donc fin mai à Saucé-les-Pins. Donc un grand merci à eux. Et ben peut-être Mathieu et Delphine, vous pouvez dire quelques mots sur vous, votre école, et puis on enchaînera directement sur vos questions. Comme Ouais. ça, ce sera plus dynamique, je pense. Bon, sur nous, c'est pas vraiment le point à la rigueur. Ah, mais Et nous, on est praticiens de shiatsu comme la plupart des gens ici. C'est vrai qu'on enseigne depuis 8 ans du coup le shiatsu du côté de Saucé-les-Pins. Donc l'école qui va vous recevoir avec grand plaisir. On n'est pas sur un style conventionnel, même si on a été formé au Ko Shiatsu. On va dire qu'on a après créé notre propre micro-courant avec grand plaisir en y ajoutant ce qu'on est, ce qu'on pratique au cabinet en tant que kiné. Et pas que kiné, aussi hypnothérapeute. C'est pour ça que je rejoins beaucoup Michael sur sa pratique, en fait, et sur, on va dire, sur la manière d'aborder les receveurs. Et c'est pour ça que finalement, ça paraissait totalement intéressant et logique de vous accueillir au sein de l'école. Parce que, in fine, je pense que les étudiants qu'on a et puis les praticiens qui émergent de l'école sont déjà un peu dans cette mouvance. Et ce serait bénéfique pour eux, je pense, d'avoir, si un jour ça les intéresse, tous ces outils supplémentaires que Michael tend à vous leur apporter. Voilà. Euh, Rien de plus super, à dire en formidable. particulier après. Oui, non, comme même là, si c'est en virtuel, vous êtes un peu nos hôtes, donc c'était c'était pour savoir qui vous êtes aussi. C'est gentil. Mais si tu veux, effectivement, j'avais quand même deux, trois petites questions, si tu veux, donc du Oui, coup, à poser. À moins que peut-être qu'on pourrait faire, si ça vous branche, poser, vu qu'on n'est pas bien nombreux, de manière à faire ça de manière un peu participative, demander aux gens qui sont là ce soir qui ils sont et ce qu'ils attendraient, en fait. Qu'est-ce qui les a bien amenés sûr, ici aussi. on Donc peut après, faire ça. je te laisse lancer ça, et puis Je vais dire ça à Michael. So Matthew had an idea, maybe because we're not so many, we can ask people if they were expecting something of this, and if they have, of course, Matthew, he has questions, like a couple of them, but directly from the audience. What do you think? I like to flow like water, so yeah, I'm open. Ok, Sure. ok, super. Bon, eh ben, très bien. Bah, c'est parti alors. S'il y a des personnes, peut-être, voilà, participez comme vous voulez. Si vous aviez des questions ou des attentes ou des besoins d'information ou des choses, allez-y. Et puis après, il y a plein de questions. De toute façon, c'est pas ça qui manquera, je pense. Euh, Et les réponses sont plus compliquées. Non, je plaisante. il y aura des réponses. Il y en aura plusieurs aussi, peut-être. peut-être que certaines questions vont amener à d'autres questions. Bon, on pourra embrayer. Voilà, c'est Par exemple, infini. demander à Michael ce qui l'a amené justement à vouloir travailler spécifiquement sur les traumas, par exemple. Ouais, voilà. So that was the first question from Matthew. What brought you working with trauma? A good question, Matthew. But before I answer that, I want to thank everybody that showed up here. I appreciate your time. I'm honored that you gave me your time. I want to thank Matthew and Delphine for helping me host this workshop for the first time in the south of France. And I want to thank Julianne for making all of this happen, coming to France and sharing my experiences with trauma and working with trauma for the last 25 years. And that's really my mission, is to share my work with as many shiatsu therapists as possible, because I believe that shiatsu therapy is very much suited to work with trauma. Now, when it comes to how did I get into it, of course, for my own trauma healing that I went through personally, luckily it happened at an early age. When I say luckily, I mean, you're never really
lucky to experience trauma. Of course, it's quite painful, but being the young man that I was, I had to resolve it. So that propelled me into finding the way, finding the way for me to heal from my own trauma. And go ahead, Julien. Yes. So, bah, Michael, déjà, remercier aussi tout le monde de prendre le temps d'être là. Mathieu, Delphine aussi, et de pouvoir organiser ça. Et bah, c'était aussi lui, sa mission que son expérience lui a donnée, c'était vraiment de pouvoir transmettre son expertise des traumas dans le monde du shiatsu. Et donc, bah, il est très content de pouvoir, pour la première fois, faire ça en France. La première fois, c'était en Europe, à Lisbonne, au stage où j'ai pu participer. Et donc, euh, pour répondre à la question de Mathieu, comment il en est venu à travailler sur ça? Et ben, c'est en travaillant, en guérissant ses propres traumas, euh, comment lui, il a été, il disait la chance, entre guillemets, qu'il a eue, c'est qu'il a pu s'en rendre compte, il a pu en prendre conscience à un âge quand même assez jeune, et la personne qu'il était euh, à cet âge-là, en tant que euh, jeune homme, on va dire, en quête de différentes choses, l'a fait qu'il s'en est, il s'en est occupé, il s'en est préoccupé, et, et donc ça a été tout un chemin qu'il a mené sur le shiatsu et à défaire ses propres traumas. Donc en fait, pour lui, le chemin des traumas et le chemin des shiatsu, de la guérison, on peut dire, étaient vraiment liés, quoi. Donc voilà. Yeah, once I resolved and healed from my trauma, I also discovered my purpose not long after that. And oftentimes that's what happens now working with so many people. There's always an opportunity when you heal your traumas to discover a purpose. And I was lucky and fortunate to discover my purpose and then discovering shiatsu therapy as the vehicle for that. And like many of you have experienced, when I discovered shiatsu, it was like discovering a home. Donc, sur son chemin de guérison, en se guérissant, il a trouvé sa mission, son but, et c'était ça pour lui le shiatsu. Et, euh, et c'était comme revenir à la maison, comme rentrer chez soi. Et le shiatsu a été pour lui son véhicule, son moyen de transport sur cette route. The biggest gift that shiatsu gave me and why I found like I discovered a home is because a lot of us highly sensitive people, especially when you've experienced traumas. Traumas make you very, very sensitive, heightened sensitivity, and I was already practicing deep meditation practices, and that enabled me in a way to find tools to help with my sensitivity. But when I discovered shiatsu, that sense of sensitivity became a superpower. Ah oui. Donc, pourquoi il explique un peu plus pourquoi ça a été pour lui de retrouver sa maison, parce que comme beaucoup de praticiens de shiatsu, et c'est ça le point commun avec des personnes qui expérimentent des traumas, c'est que ça accentue, ça rend plus aigu les sens, la sensibilité à beaucoup de choses sur beaucoup d'endroits différents de la conscience ou du corps. Et donc, pour lui, retourner à la maison, c'est aussi retourner dans sa propre sensibilité et de faire de sa sensibilité un outil qu'il a pu utiliser, qu'il a pu mettre au profit donc du shiatsu, plutôt que, on pourrait dire, de le subir. And those parts of me that were vulnerable, those sensitive parts of me that were vulnerable and maybe even childish a little bit, I was able to grow and strengthen. And that helped me evolve as a person and evolve also in my healing in the beginning.
Donc ces parts sensibles qui pouvaient être comme des vulnérabilités, qui pouvaient présenter des vulnérabilités ou comme des failles en contact avec le monde, elles ont pu grandir, s'épanouir, être nourries. Et ça, ça a nourri sa pratique et ça, voilà, en tant que personne, en tant que praticien, en tant que thérapeute, ça nourrit ces aspects de lui. So in a way, this is the problem that I've seen a lot over and over again with people that are carrying their traumas. It's again the heightened sensitivity that they struggle with. Ça, c'est quelque chose qu'il a pu observer dans les gens qui portaient leur trauma. C'est cette sensibilité exacerbée, cette, j'ai pas envie de parler d'hypersensibilité, parce que c'est pas hyper ou par rapport à une normalité, mais c'est une sensibilité qui est très forte, qui est très aiguë, et qu'ils subissent, qu'ils ont du mal à gérer, en fait, surtout. So just by my own process that I was able to go through and all the tools that I learned, one of the things that I help clients like that with is to develop to use in a way the weakness or the vulnerability of their sensitivity that seems or interpreted as a threat for themselves to help them strengthen that Ouais. sensitivity and to start to trust it and use it in a way as a strength instead of a weakness. Donc toutes les clés, tous les outils que Mireille a pu développer à travers son expérience, ses recherches, son travail, c'est justement de travailler avec ses patients, ses clients, ses receveurs, de transformer et de faire en sorte que ces sensibilités qui pouvaient être perçues, qui pouvaient être considérées comme des faiblesses et qu'on puisse les subir, ça en devienne des alliés, ça en devienne des vraies forces qu'ils puissent utiliser pour eux comme un outil de guérison ou comme ils veulent dans leur vie. Now, of course, when I started out, I didn't think I'll be working with trauma. I wanted to work with the injuries, with celebrities. I wanted to work with something a little simpler, but my destiny attracted always clients with trauma. Donc quand il a commencé à travailler en tant que jeune praticien de Shiatsu, bien sûr, il n'avait pas du tout en tête de travailler en rapport avec des traumas, de travailler avec des blessures, avec des célébrités, des choses comme ça. Euh, mais c'est ce que l'a emmené son chemin de praticien. Now, initially, I resisted this because, for a young 26-year-old therapist, 26-year-old therapist, I wasn't prepared to work with trauma per se, even though, I went through it myself and I tried to do my best for those clients. And at first I thought, well, this is just me attracting all this trauma clients. But then when I actually started to look at statistics, I was shocked to find that in safe Canada, there was so much trauma. And Donc, that was bien, shocking looking at the numbers themselves. Donc, bien sûr, encore une fois, c'était complètement contre-intuitif parce que lui, en tant que jeune praticien de 25-26 ans, il résistait à tous ses patients qui pouvaient lui être présentés avec ce genre de choses. Au début, il pouvait se dire que c'était moi qui les attirais, c'était juste ça, c'était, on va dire, un phénomène de résonance. Mais après, il s'est mis à s'y pencher de manière un peu plus distancée ou à vraiment faire des recherches, et qui s'est penché sur les statistiques, par exemple, de tout ça, et ben, il a réalisé que dans ce Canada qui pouvait être très sécure au demeurant, qui pouvait avoir cette image, et ben, il y avait des chiffres qui pouvaient être alarmants sur les conséquences euh, ce qui pouvait être reporté, comme la présence des traumas ou leurs conséquences dans les gens, dans les maladies, tout ça. Yeah, and I saw that nothing was really being done to address this incredible numbers. Et il n'y avait pas grand-chose qui était fait pour euh, adresser ces chiffres, ces statistiques qui étaient très élevées dans leur système de soins.
So when I saw that nothing was being done, I felt a tap on my shoulder that I should do something about it. Donc, quand il a constaté, quand il a réalisé qu'il n'y avait pas grand-chose qui était fait, il a senti comme une tape sur l'épaule qui lui disait, bah, toi, tu devrais faire quelque chose à propos de ça. And I decided with my wife to open a center specifically to work with the effects of trauma. Donc, avec sa femme, ils ont décidé d'ouvrir un centre spécialisé dans la prise en charge des traumas et leurs conséquences. And I started to put a megaphone on the subject matter. And this is before the consciousness of trauma that you see now. Everybody's talking about trauma. 15 years ago, nobody was talking about it. Donc, il a mis vraiment comme un haut-parleur sur toute cette problématique, tout ce qui est lié avant, après, pendant au trauma. Et c'était il y a 15 ans, donc c'était bien avant toute cette conscience ou la présence qu'on peut avoir, ou les discours ou les livres qui peuvent exister maintenant sur ça, qui est beaucoup plus présent dans les consciences. Yeah, so we had to find a way. We had to find a way to work with it in a collective effort with an integrative team. So I had the psychologists, naturopathic doctors, TCM doctors, massage therapists, osteopaths, hypnotherapists, nutritionists, and we we had to find a way that works in an integrated way with a complex case like trauma. Donc, dans cette clinique, ils ont dû trouver des façons de travailler de manière collective, de créer tout un tissu thérapeutique avec plein de praticiens différents, donc, dont il a fait la liste, donc des praticiens de médecine chinoise, des ostéopathes, des nutritionnistes, des médecins naturels, tout ce qui pouvait exister, pour pouvoir trouver des solutions ensemble, en plus de ce que Michael pouvait apporter, euh, sur ces problématiques, sur ces maladies complexes, chroniques, d'autres choses qui pouvaient être liées à ça. So that was my university on trauma. I learned a lot by working with all these modalities. I evolved. We created incredible programs. People started to fly from all over the world to find resolution to their complex issues. And they heard our success rates. And we've treated thousands of people through that center over the years. Donc ça a été pour lui son université du trauma, entre guillemets, parce qu'ils ont pu créer des parcours de soins, des programmes éducatifs, à la fois pour les thérapeutes, j'imagine pour des patients aussi. Ça a eu pas mal de succès, il y a eu des gens qui venaient de partout dans le monde pour se former à ça. Pendant les années que ça a duré, ils ont traité des milliers de gens à travers ça. Good. And after running a center like that, I decided to go on my own again and start educating other therapists around it. And particularly, I wanted to bring it to the Shiatsu world and empower Shiatsu therapists to work with trauma, because now you see it everywhere. It's affecting everyone. We live in a collective trauma, and the more trauma informed Shiatsu therapists become, the more they can help the people that come to them, because what I also discovered, the trauma is underneath all diseases. Donc après cette expérience, il a décidé plus de se recentrer sur lui, on va dire, et d'adresser de lui, à partir de lui, le monde plus spécifiquement du shiatsu, de former des thérapeutes, encore une fois, avec son expérience, son expertise, et, euh, parce que pour lui, le shiatsu a beaucoup, beaucoup à apporter. Plus il y aura de praticiens formés, de praticiens de shiatsu formés dans ce genre de problématiques, mieux ce sera. Et parce que donc je traduis ces mots, on vit dans un trauma collectif qui est de plus en plus présent, ou qui est très présent. Et lui, son expérience, c'est que les traumas sont la cause principale de beaucoup de maladies, de toutes les maladies même. C'est ce qu'il dit. Yeah, and if more shiatsu therapists
understood the workings of trauma on the body and the mind, and particularly not just how it affects the meridians. We as shiatsu therapists that learn to read the hara and read the energy patterns in the body, and I found that that was great and of course useful, but not always enough. And sometimes even doing simply a hara assessment can be interpreted as invasive. Et oui, donc ce qui est important de comprendre aussi, c'est comment le trauma impacte les gens, et pas seulement les militaires, par exemple. Et donc nous, en tant que praticiens de shiatsu, on apprend à écouter, à percevoir les fluctuations, les schémas d'énergie qui sont dans le corps, par exemple avec le diagnostic du hara. Euh, mais ce qui est important de comprendre, et ça Michael l'a compris assez vite dans son expérience, c'est que euh, même fait de manière très douce, même très bien fait, un diagnostic de hara, ça peut être perçu de manière invasive par par un receveur. So when you're dealing with clients that are treatment resistant, they tell you they've gone everywhere and they're still working on their symptoms, and that could be even pain, chronic pain. What you really are seeing there are the protective patterns of trauma. Donc typiquement, par exemple, quand il y a des patients, quand il y a des clients qui viennent et qui disent qu'ils ont tout fait, ils ont tout essayé, et que malgré ça, ils ont des symptômes chroniques, complexes, par exemple, ça peut être des douleurs, des phénomènes inflammatoires. Euh, En réalité, ce que Michael dit, c'est que ce qu'on observe, ce qui se manifeste, c'est les schémas protecteurs qui se mettent en place, les schémas protecteurs individuels de la personne par rapport à ses traumas. C'est ça dont elle parle. C'est ça qui se manifeste. So finding different ways to complement shiatsu therapy was essential to have more success with working with someone who is unconsciously is resistant to treatment, and someone who has a lot of layers of protective mechanisms. I had to develop new tools, new ways, and that's what I'm excited to share with you in France. Many of those tools to complement shiatsu therapy. Donc, du coup, un des grands axes de travail, on va dire, pour Michael, une de ses grandes problématiques, ça a été de pouvoir réussir à travailler de manière effective, de manière efficace, avec des patients qui pouvaient montrer toutes ces résistances, qui pouvaient montrer ça c'est des termes un peu de psychologie, mais c'est présent aussi dans notre domaine, des résistantes inconscientes au traitement, et qui pouvaient avoir comme ça plein de couches différentes qui sont des obstacles à leur guérison, aux soins, à aller mieux, à avoir plus de douleur, par exemple, ce genre de choses. Et donc, bah voilà, entre autres, c'est ça le contenu de ce qu'il va apporter en France lors des séminaires. C'est ça le contenu, une grande partie de travailler sur les traumas en shiatsu. Qu'est-ce que ça veut dire? Maybe this is a good time for another question. Ouais. Donc, bah, si vous avez une question, n'hésitez pas. Elle est la bienvenue. Alors, Ouvrir vos micros. s'ils sont timides, moi je veux bien demander justement le type de cas les plus fréquents qu'il a rencontrés dans sa longue carrière. Justement. OK. En tout cas, ceux qui sont les plus récurrents, ceux qu'il a le tendance à plus voir en fait. OK, très bien. So, question from Matthew. What are the most recurring cases you've been having in your career so far? Or, yeah, recurring cases. When you say recurring, be more specific. Donc, the most frequent cases you've been having. That's the qu'est-ce que je peux I can precise for Matthew. Well, maybe to answer that, I mean, the clients that come to me, they usually have tried many things for
whatever issue they're having, and the issues could be pains that are not going away, or breathing problems, migraines, headaches, chronic digestive problems, or sometimes all of the above. They come with pain, they have headaches, they have an autoimmune disease, they're full of anxiety, maybe even depressed, they can't sleep at night, and they also have digestion problems. And they've done the round, the circuit, I call it the circuit. They go to the doctors, the specialists, then they give up on that, they go to the naturopathic way, then they go to TCM and massage and chiro, and people can end up doing this for years. So that's, yeah, you would say that's like really the typical patient you would be having, just to be sure about the Yeah. question. Ok. Donc, eh ben, je pense que ça va parler sans doute, hein, c'est pas tellement étranger ce que dit Michael à beaucoup de praticiens de shiatsu. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a les patients qui peuvent venir le voir, ils font ce qu'ils appellent, ben, comme en France hein, aussi, un circuit thérapeutique un peu complet. Donc, ils ont vu leur médecin, ils ont vu des médecins naturopathes, ils ont vu un tel, un tel. Et donc, il a fait toute une liste de symptômes. Ils peuvent avoir des douleurs, bien sûr, ça c'est les choses un peu la plus classiques, des problèmes respiratoires, des migraines, mal à la tête, des maladies auto-immunes déclarées ou non, des problèmes respiratoires, des problèmes digestifs, des troubles du sommeil. Donc, un, un de ces symptômes-là, plus que les autres, ou tous un peu en même temps. Euh, voilà. Et donc ça, c'est un peu le patient typique, entre guillemets, que Mireille peut avoir. Des choses assez fréquentes qui peuvent se présenter à lui. En fait, j'ai l'impression que finalement, de manière spécifique, il y a d'abord un abord structuré, donc une douleur, parce que donc ça arrive au top du classement, en fait, quand il dit qu'il y a des douleurs, des maux de tête. Après, on va un peu plus profondément sur les troubles respiratoires. Donc, il y a des demandes plus portées sur des douleurs un peu musculo-squelettiques. Et il arrive finalement à mettre le doigt sur le fait qu'il y a un trauma derrière. Effectivement, en tout cas, qui génère effectivement ces tensions et donc après ces douleurs. C'est ça? C'est une question, oui. Oui, enfin, c'est un peu, ça peut être une question aussi. Question affirmative. Ça pourrait embrayer sur finalement comment est-ce qu'il arrive à repérer le fait qu'il y a un trauma derrière aussi. Mhm, mhm. Est-ce que je peux demander est-ce que je peux faire une petite question complémentaire à celle-là? Je t'en prie, il n'y a pas de souci. Bonjour tout le monde. Bonjour Anne. Bonjour. Et j'ai un petit peu envie de compléter la question de Mathieu en demandant Oui. ce qu'entend Michael par trauma, en fait. Voilà. S'il peut le spécifier. Mhm. Merci. Bien sûr. Avec plaisir, c'est une bonne question. Enfin, toutes les questions sont bonnes. Hein. So Matthew was commenting and adding another layer of this. So from what he understood of what you were saying, is it like people, they come from having pain, for example, something really obvious they notice, like one of those conditions, and then through the assessment, maybe through the first session, you you assess that there's something. So as you said, like, okay, digestive problem, like trouble of sleep, and so there's a trauma hidden behind all this. So that's kind of one of the question. If that's the case, how do you do that? How do you assess that? That's one question from Matthew. Another question from Anne, which is kind of linked to that, is what do you mean by trauma? What do I mean by trauma? Yes. So two-part question, but I mean, they're different. Of course, maybe I'll start with Anne, because that's of course, a very good question. What do I mean by trauma? I mean, life is full of traumas. From the moment that you're born with trauma, to the moment that you leave, you die with trauma. And so we experience all kinds of traumas. Now, there's different layers to trauma, and with it, a set of complexities, right?
Now, what I see frequently are the consequences of your traumas. Meaning, you can have a traumatic event as a child or as a young adult. You weren't severely affected by it. It wasn't a severe trauma, but it created some pain, some suffering, and you managed to get through it. And then you might experience another traumatic event, and you manage to get through it. You're strong, you manage to get through it. But then at some point, what I see often, I call it the consequences of your worries. You know, uh, sometimes getting through a traumatic event is like a battle, like a war. Not sometimes, oftentimes. And you win the war. You win one battle, but then at some point, the consequences of all those battles catch up with the person, and that's usually in a time of peace where your life is suddenly peaceful. I've had many people come to me and they say, I don't understand why all of this is happening. My life is peaceful, my life is good, so why am I having all these symptoms? Why can't I breathe? Why I can't sleep at night? Why suddenly all this pain is coming? And I see that frequently, and then when I ask questions, asking questions is one way, knowing which questions to ask and starting to understand the story of the person, like a detective, you can start to make the connections. Oh yeah, when this person was a child, there was a lot of stress in the house. The mother was suffering or the mother was sick, and then because of that stress, that made that person hypervigilant. As he grew up and he became, I'm thinking of one client in particular recently that came in and he couldn't breathe, and he went to some of the top cardiologists and some of the top lung specialists, and they couldn't find anything, but the person would wake up not being able to breathe. And anyways, in a matter of a few sessions, the problem went away. And the person was obviously very happy, but at the same time, and grateful, but also anxious because he was afraid that it will come back. So he asked me, what can I do to prevent it from coming back? So, after a few sessions, I understood his story. He already told me kind of his life story by asking some of those questions. And then I said, if you drop the feeling of being responsible for everybody's stressors and traumas, then this problem won't come back. So he goes, what do you mean by that? I said, well, you told me that you were responsible for your mother's health. Maybe you want to catch up, Julian, or? Yes, I think that's good because there's a lot. But that's interesting. That's a good case studies are always interesting. So, donc ce que Michael entendait, donc c'est la réponse à Anne, qu'est-ce qu'il entendait par les traumas. La vie, elle est pleine de traumas, du début de la naissance à la mort, par exemple. C'est deux événements déjà. Mais il y a plein de couches différentes, il y a plein de couches, plein de couches complexes qui s'ajoutent à ça dans notre vie. Une expression qu'il a utilisée et qu'il utilise avec ses patients, c'est que souvent, en fait, ce qu'on observe en tant que praticien, c'est les conséquences de ça. C'est pas forcément une capacité médiumnique, j'allais dire, de voir les traumas des gens. C'est les conséquences manifestes de ce qui s'est passé dans la vie des gens, des événements traumatiques, des épreuves. Et donc, même si les gens, ils passent à travers tout ça, ils arrivent à les surmonter comme des obstacles. Et c'est ça son expression, c'est les conséquences de nos guerres, conséquences des guerres qu'on mène et qu'on peut gagner, qu'on peut remporter. On peut remporter, et ça peut bien se passer, on peut remporter des victoires, des grandes victoires comme ça. Mais ça a des conséquences aussi. Et ce qu'il disait, c'est que souvent, ces conséquences, elles arrivent en temps de paix, quand tout est calme. On s'en rend pas compte. Elles se font pas annoncer en tout cas. Et donc, c'est ce que disent les gens qui viennent le consulter. Mais je comprends pas. Pourquoi ça m'arrive maintenant? Tout va bien dans ma vie. Il y a rien qui semble me perturber.
Donc, voilà, donc ça déjà c'est une première chose qui est importante, les conséquences des guerres qu'on peut mener. Hem Et ensuite, un bon moyen, en dehors de la sensibilité, pour le praticien, c'est de poser les bonnes questions et là, c'est vraiment d'endosser un rôle de détective. Apprendre à poser des bonnes questions, ça c'est, et à savoir les écouter aussi, je dirais. Ça, c'est vraiment une capacité, très importante dans cette problématique des traumas et donc il prenait l'exemple, d'une femme, dont l'enfance a été, très stressante et qui se retrouve aujourd'hui, hyper vigilante. Alors encore une fois stressante, faudrait, heu, savoir plus spécifiquement qu'est-ce que ça veut dire pour cette personne, mais donc en posant les bonnes questions, en sachant les écouter, ça déjà c'est des capacités, très importantes pour pouvoir détecter qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça pour la personne. Et donc ensuite, il commençait à expliquer, il disait: «Ça me fait penser à une patiente que j'ai eue, il y a pas très longtemps, heu qui avait des difficultés à respirer et qui, alors je crois, si je me souviens bien La de ce qu'il a nuit, dit, je crois, en la dormant, la nuit at night, voilà, a c'est ça, woman c'est ça exactement, can sleep at night and qui se wake up. réveillait la nuit. Voilà Point. et donc il a dit, donc au bout de quelques séances, ça allait beaucoup mieux. Il y avait déjà ça qui était plus présent et il lui a dit: «Si tu acceptes de lâcher ce sentiment» parce qu'elle se préoccupait beaucoup de ses proches, de ses conjoints et cetera. Donc si tu acceptes de lâcher, ce sentiment de responsabilité que tu peux avoir, bah, ça ira beaucoup mieux. Et là, on va reprendre l'histoire pour être sûr de rien louper. So, getting back to your study case, so you said if you agree to the woman, if you agree to drop No, the it was feeling of being actually responsible, a man, and he a was man, just he was so grateful, but anxious that and anxious because he was afraid that it would come back. He was mm, surprised and grateful that it disappeared quickly. But imagine if you can't breathe for months and you're waking up in the middle of the night not being able to breathe, and the only way that you're able to breathe is to get up and walk around again. That's pretty scary. So I said, well, you shared to me that your mother made you feel responsible for her well-being, and then that made you into a very responsible young man, and you wanted to do really well at school, and he graduated top of his class. He became a defense lawyer. So I said, were you responsible for your clients? Very much so, he said. I worked 15 hours a day to make sure that my clients were happy. And then, did you feel responsible when you had the divorce with your wife? I felt very responsible. I was depressed for a few years, and I took the kids, and the kids grew up with me. Did you feel responsible for your kids? Very much so. They still call me every day. I said, I know. They tell me because his daughter is my client too. I said, but the kids are old now. They're in their 40s. So why do they have to call you every day and tell you all their problems on a daily basis? Can you drop some of that responsibility for once in your life? And if you drop that responsibility, this problem won't come back. donc en fait, c'était un homme dans cette, étude de cas et donc il avait des difficultés à respirer, il pouvait même pas respirer la nuit, il se retrouvait dans ces situations-là et il fallait qu'il se lève, qu'il bouge, qu'il se mette à bouger et donc il était très inquiet, il avait peur parce même si ça allait mieux, grâce aux séances avec, Michael, il disait: «Mais j'ai peur que ça revienne, j'ai peur que ça revienne» et donc c'est là où Michael lui a dit: «Si vous acceptez, de pouvoir laisser, heu, tomber, de pouvoir vous détacher de ce sentiment de responsabilité, ça ira beaucoup mieux». Parce que vous m'avez dit que même pendant votre mère, elle vous faisait sentir responsable, de ses émotions, de plein de choses dans votre famille et après sa vie n'a été que, se sentir responsable de plein d'événements différents, des gens avec qui il était en lien, quand il était à l'université, puis après il a été un avocat. Il travaillait beaucoup, plus de 50 heures par semaine pour s'occuper avec soin de ses clients. Heu, il se sentait responsable, de sa femme lors du divorce qui a eu lieu.
Il appelle ses enfants tous les jours. Pareil, même s'ils sont grands maintenant, ils sont responsables d'eux, encore, encore, encore. Donc tout ça lui pèse au fur et à mesure, et donc c'est pour ça que Michael lui a dit ça, So de those what I laisser, call the d'abandonner. little traumas people go through their life. They manage, they win the battles, but then at some point they have a breaking point, and 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 it usually happens in peaceful times. So that's one form, of what I see clinically. And of course, there are people that have gone through extreme traumas, and that traumatic event changed them. They were not the same after that. Their body's not the same. Their mindset is not the same. It really dramatically affected their lives. uh and they're just managing and surviving, and adapted in a way to the trauma just to survive, and they dealing with that adaptation or survival 24/7. Donc c'est pour ça que Michael il fait une distinction là entre ces petits événements, petits traumas entre guillemets qui jalonnent la vie d'individus comme ça, ces batailles qu'on remporte. Et puis après, il y a quand même d'autres types de personnes où il y a vraiment un avant-après, des gros événements, leur corps change, leur intérieur, mental, leurs émotions, leur esprit, on pourrait dire, change. Parce qu'il y a une vraie adaptation de tout leur être, de toutes les parties de leur être, et ils sont vraiment en mode survie constamment du fait de cette cassure qui a eu lieu, de ce gros, voilà, cette cassure, ce gros événement, ce chamboulement. And to answer also to Matthew, how do I help them make that connection, or do I assess if there's trauma involved? One part of it is, of course, experience. When you work with a lot of clients that have experienced trauma, I can smell it almost as it comes through the room. you know Now, a lot of people don't make the connection, meaning they disassociate from the traumatic events that have happened to them. Go ahead, Julien. Yes. Euh, donc pour répondre plus précisément à la question de Mathieu, de comment est-ce qu'il l'identifie, comment est-ce qu'il fait le lien avec le trauma dans les plaintes, quand il y a un patient qui vient, voilà, le premier élément, c'est l'expérience. Après avoir reçu beaucoup, beaucoup de gens, le type de patient qu'il a eu aussi. Ce que disait Michael, c'est que quand il y a quelqu'un qui vient, il peut limite le sentir, il le sent automatiquement. Ses conséquences, on va dire. Qu'est-ce qui se passe pour la personne? Et puis, what was the second thing you said? So experience and? They disassociate from the body. Ah, yes. Ah oui. Donc, l'autre chose pour faire le lien, c'est que eh ben, la plupart des gens, en fait, eux-mêmes ne font pas les liens parce que une des grandes caractéristiques du trauma, c'est la dissociation. Dissociation, ça veut dire une séparation entre différents plans de l'être. Donc, entre autres, le corporel, l'émotionnel, le mental. Il y a une dissociation de ces plans-là. Donc, en fait, c'est normal qu'il n'y ait pas de lien qui soit fait avec la personne. Une caractéristique intrinsèque du trauma, c'est la dissociation, des petits comme des gros, qu'on a dit. Donc, voilà, ils sont dissociés à une échelle plus ou moins grande, on pourrait dire. And Oui, I'm si je sure peux pardon. Non, 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 et si je peux intervenir, oui, à des niveaux même plus élevés, on peut faire le lien avec des maladies psychiatriques, comme le morcellement, Van Gogh cut the hair because he wasn't connected with himself. He was insane, crazy. So it's a high level. It's psychiatric, but yeah, you understand? Vous comprenez? Julien, translate. Yes, yes. So at the more deeper, that's what Anthony said. At the more deeper level, maybe it goes.
it becomes psychiatric disease, or talking about dissociation, Like you the know? painter Yeah, Van Gogh. Van yeah, Gogh, No, yeah. and There's of course psychological problems of disassociation, but the kind of disassociation that I'm talking about is prevalent to most of our clients that come to see us. How many of you have treated your clients and they have no connection to the body, right? Or they might have tremendous anxiety to their pain, fear and anxiety towards their conditions. Many of you, right? Donc, alors, ça fait partie, mais c'est pas exactement ce qu'il voulait dire. que Ouais, c'est ce désignait qui. Michael par Ouais. rapport à ça. Moi, je suis parti un peu loin. Non, mais ça en fait partie aussi. Mais c'est plus le fait de pas ressentir des choses qui se passent dans son corps. Ça, déjà, ça, c'est, on va dire, un premier niveau qui est assez classique hein, dans beaucoup de. Et il reposait la question, combien de vous ont traité des gens comme ça, qui ont du mal à être dans leur corps, on pourrait dire, de manière simple. Puis après, il y a un autre niveau qui est de ressentir, en plus d'avoir, mettons, une maladie ou des douleurs, de ressentir de l'anxiété à propos de ça, de ressentir une crainte. Alors voilà, anxiété, c'est un terme un peu vague et qui regroupe plein de choses, mais euh, un inconfort supplémentaire par rapport à ça. Donc ça, c'est un autre niveau de dissociation, on va dire. Yeah, so a lot of the work, and to answer again back to Matthew's question, is educating and guiding the client constantly. So what I do a lot is I constantly educate. I constantly guide the client. I bring them to collaborate with me. It's Donc, extremely vital to do that when working with trauma, with any client that is struggling with solving their chronic issues, but especially with trauma clients, to help them collaborate with you. donc ce qui est, ça c'est pour répondre encore à la question de Mathieu. Ce qui est essentiel dans cette prise en charge des traumas, c'est du côté thérapeute, c'est informer, donc, éduquer, mais informer sur tout ça et pouvoir créer vraiment une collaboration, un lien entre le thérapeute et le patient et pour qu'il y ait constamment un retour de sensations, retour de choses. Euh, voilà, c'est vraiment un travail d'équipe, ça c'est essentiel. Yeah, and bringing awareness back to the body, constantly back to the body, because the tendency is like, I just want to lie down, just take this pain away from me, and that's what I expect from you. So just press those points, press those meridians, put that elbow in there, and just take the pain away from me. I just want to lie down, and that's too passive. That's in a way also a form of disassociating and disconnecting, right? So bringing the client into the process is important. Building awareness is important through the body, especially. And then the client starts to experience those connections. Why is it difficult for you here to move this shoulder? Why is it so difficult? Why can't you let go here? What's underneath this? Or what do you experience when you have this pain? And starting simple questions like that, direct them into the body. What's underneath this pain? What's the tension here? And that's a way of reconnecting them back to the body. Donc, ce que Michael la mettait en avant, c'est que je pense chacun de nous, des thérapeutes praticiens Shiatsu, a pu expérimenter ça aussi. C'est qu'il y a des personnes qui sont dans une forme de passivité, des patients qui peuvent être dans une forme de passivité, c'est-à-dire ils s'allongent, allez-y, appuyez sur ces points, je ne veux plus de douleur, faites ce que vous voulez avec votre coude, avec votre genou, vos doigts, et puis hop, moi je veux rien faire, j'ai rien besoin de faire, c'est parti. Et donc en fait, ça pour lui, c'est déjà une forme de dissociation.
parce que ça demande, donc il y a la passivité, l'activité, et ça demande une vraie activité, un vrai travail, un vrai effort. C'est actif de ramener la conscience dans le corps, de pouvoir ressentir des choses, pouvoir habiter son corps. Et donc ça, c'est vraiment il l'a dit déjà, là, depuis qu'on parle, mais c'est une autre manière de le dire, de ramener la conscience, ramener les émotions, ramener, mettre davantage de conscience dans ça. Donc, par exemple, si vous avez du mal à bouger l'épaule, pourquoi est-ce que c'est difficile pour vous? Est-ce que vous pouvez faire ça? Qu'est-ce qui est difficile pour vous de lâcher? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous ressentez cette douleur? De constamment ça, c'était des exemples de questions assez simples. D'autres pourraient être tout aussi simples. De redonner la balle à la personne pour la refaire habiter. Et ça, voilà, ça c'est un processus actif et ça rompt cette dissociation dont il parlait. Voilà. Yeah, and Ça fait once you educate them, especially in the workshop, one of the first things that I teach is the patterns that are common with someone whose their nervous system is vigilant and defensive and protecting the body in a way, and managing emotions, managing chronic stress. When you educate the client about those protective mechanisms, they start to look inward. They start already to examine, well, if this is what I felt and experienced and was shown, then what is it that I'm protecting? So there's that self-inquiry that happens in the process of educating them and having them experience, those protective mechanisms. Donc, dans tout ce processus dont il parlait, là, de donner des informations aux patients, de pouvoir les éduquer, eh ben, ça met nécessairement le regard vers l'intérieur. Et c'est comme ça pendant le temps de la séance et même après. C'est comme planter des graines. Euh, et, euh, et donc, pour les personnes dont on parlait un peu jusqu'à présent, hein, tous les cas, ça correspond à ça, euh, qui ont leur système nerveux, qui ont des mécanismes de protection, sont dans un mécanisme défensif, euh, de protection sur plusieurs niveaux, et ben, ce regard intérieur va y avoir comme des structures qui vont se défaire petit à petit. Bah, tiens, mais pourquoi j'ai réagi comme ça dans telle situation? Est-ce que je pourrais lâcher ça? Il y a un, voilà, c'est ça que disait Michael, c'est qu'il y a un travail intérieur qui se poursuit, et ça, c'est le bénéfice aussi de toute cette dissociation qu'on rompt et de toute cette collaboration qui se met en place pendant le temps de la séance. And again, as manual therapists, when we experience that tension underneath our hands, that chronic tension underneath our hands, we are trained to just to release the tension. And again, in my experience, yes, it feels good for the client. It feels good for us when we are able to release it. But some of the methods, even with shiatsu therapy, might be considered and interpreted in the body as invasive, and therefore reinforcing some of those protective patterns. And it's really important when we do work with protective patterns that we release them in a very easy and simple way, in a very collaborative way. So the person experiences that all this chronic tension can be released very easily with not so much effort. Donc, aussi un autre aspect de ça, pourquoi avoir ce genre de démarche, c'est que, bien sûr, et ça peut être gratifiant parce qu'on est formé comme ça aussi en tant que praticien de shiatsu, quand on sent une tension musculaire ou autre, de travailler dessus, de la faire relâcher. C'est gratifiant pour le thérapeute de sentir, ah tiens, j'ai réussi à faire ça, il y a un avant-après, de par mon travail, ou c'est agréable pour le receveur de sentir
qu'il y a quelque chose une tension qui n'est plus là de par un travail. Euh, mais encore une fois, ça peut être perçu aussi comme intrusif, comme invasif pour certaines personnes, certains patients qui ont justement toutes ces couches de défense. Et, euh, et donc, le message, et il y a plein d'autres systèmes, justement, ou plein d'autres manières de faire. Et entre autres, ces manières de faire, ça consiste à pouvoir libérer ça de manière non intrusive et de manière efficace et sans stimuler tous ces mécanismes défensifs. Yeah, and Donc, that brings an example of I'm sure some of you have had those clients too, and they come, they look amazing, they're in great shape, their physique is amazing, and they want quick relief, they want strong pressure, they want quick relief. And I had a man like that come to me, and he's like Adonis, is the 1% of humanity. His genetics are incredible. He's good looking. When he walks into the room, everybody has to turn around and look at a person like this. And he's complaining of this chronic pain that won't go away. And he came to work with me, and he said, I go to this private clinic, and I hire 2 therapists to work on me. I pay a lot of money. They work on me for 90 minutes and I barely get any relief. So go ahead, Julian. yes. Donc là, il lui vient un exemple en tête d'une personne qui arrive vraiment, on dirait une armoire à glace, très bien sur lui, propre, très beau gosse, tout est impeccable, etc. Et donc lui, il veut une pression forte. Il a déjà vu deux, trois thérapeutes, deux, trois praticiens différents. Il n'y a eu pas beaucoup de résultats. Voilà. So I started to work with him, and I barely did, comparing to what he's been experiencing, barely with much effort, released a lot of his pain. And he was quite surprised. And he said, I'm shocked. I don't know what the hell are you doing to me, but I'm getting more relief from you barely working on me than these 2 donkeys working on me for 90 minutes and sweating. I don't understand what's going on. And I said, I'm so sorry, but the 2 gorillas that you're hiring to work on you are just reinforcing your nervous system that really is operating as if you've experienced a lot of trauma. So it's just reinforcing that. It's not doing anything. If anything, it's making it worse. Go ahead, Julian. Donc, avec Michael, avec très peu, on va dire, d'efforts musculaires, sans transpirer beaucoup, avec des choses très douces, a pu arriver à beaucoup de résultats par rapport aux douleurs que cette personne avait, dont elle se plaignait. Et donc, bah, le patient était super surpris parce qu'il disait, mais euh, comment vous avez réussi à faire ça avec le si peu de choses que vous avez fait? Il comprenait pas. Et donc, Michael disait, avec ces 2 ânes que vous avez embauchés là, qui vous ont maltraité, entre guillemets, ça n'a fait que renforcer et agiter cette défense de votre système nerveux. Donc, euh, comme une sorte d'agression, en fait, de s'agiter, entre guillemets, sur une personne. Et donc là, c'était exactement l'inverse qui s'est produit par rapport à Michael. So as soon as I mentioned the word trauma, when you're a kid and you have a secret that you've been holding for a long time, and suddenly somebody asks you a question and you can't wait to reveal it, this man just cried, broke down and cried. And then he proceeded to tell me his story and how since he was a kid, him and his brother were abused severely and violently by their father. Donc à la simple, quand Michael a dit oui, bah, ces thérapeutes, ils faisaient que renforcer vos défenses et les traumas qui sont liés à ça. À la simple mention du mot trauma, il a eu comme une expression comme d'un petit enfant qui garde un secret
ou qui cachait un secret et qui attendait juste qu'il puisse avoir l'autorisation de le dire ou qui gardait ce secret. Et donc, il s'est mis à pleurer, à verser des larmes, ce patient. Et là, il lui a raconté que quand ils étaient petits, quand il était petit, lui, avec son frère, bah, ils ont été victimes de beaucoup de violences. Ils ont été abusés physiquement par leur père. Euh, voilà. Yeah, L'histoire. after years of abuse, they were finally rescued and they were taken into a foster family. Now, the brother and him are 2 years apart. The brother became an alcoholic and he became a very successful man. So Donc he après built, quelques années, yeah, go ahead. ok. Donc après quelques années comme ça de violence dans leur petite enfance, ils ont été mis dans une famille d'accueil. Et son grand frère, qui avait 2 ans de plus que lui, il a fini par devenir alcoolique. Mais c'est devenu un homme qui a eu de très successful. Je ne Yeah, sais pas he dans quel believed domaine. that if he'll become successful, he'll overcome everything that he grew up with and experienced. And as he got to that point when he came to see me, he became also a father and he had 2 boys, 2 years apart. Hmm. Donc son frère est devenu alcoolique, c'est lui qui est devenu très successful, on va dire. Et donc il avait cette croyance que s'il réussissait comme ça dans la vie, eh ben, il pouvait dépasser ses problèmes. Et donc au moment où il est venu consulter Michael, il était le père de 2 garçons qui avaient aussi 2 ans d'écart. Now, it wasn't a coincidence that when the boys came to a certain age that he started to experience all this chronic pain. Hmm. Et donc pour lui, c'était pas une coïncidence que quand ses enfants ont eu un certain âge, il a commencé à expérimenter toutes ces douleurs. What nobody knew, including his wife and all his close friends and business associates, that this man lived in fear every day. Et personne ne savait, et même sa femme, ses partenaires d'entreprise, ses amis proches, que en fait, il vivait dans une forme de peur constante tous les jours. Et personne ne connaissait son histoire. And I was the first person that finally he was able to let go and reveal his fears and his pain. Et Michael, du coup, a été la première personne avec laquelle il a pu exprimer son histoire et exprimer ses peurs. Because when you're successful, you can reveal your fears and your pain. Parce que quand on réussit, qu'on a du succès, on ne peut pas raconter ses peurs et ses problèmes. Because everybody needs you to be Pas se confier. successful and everybody needs you to have it together. And that could be a very lonely place. Parce qu'une fois qu'on réussit, les gens ont besoin de continuer à croire en la réussite et à croire dans cette image cohérente qu'on peut renvoyer. Et ça peut devenir So quelque chose de très solitaire. you can build a whole persona and a whole body, and he did. He built this persona that looked amazing. He built this body that looked amazing, but he was really living in a prison. Et ça, bah, ça contribue grandement à construire ce personnage, ce masque qui était impeccable, qui était grand, magnifique, très imposant, très impressionnant. Now that could have gone on if he didn't come to see me, and that could have caused a very severe breakdown and even maybe a suicide. But that was the beginning of a healing experience for him and a healing process, and not just to help himself, but to help his family, right? Donc ça aurait pu continuer pendant longtemps et cette tension comme ça à l'intérieur de lui entre son personnage et ce qu'il pouvait ressentir, et ça aurait pu même s'empirer, disait Michael, le conduire à mettre fin à ses jours. Mais ça a été son expérience très forte de guérison, à la fois pour lui et pour sa famille. Now that would have not have happened if I wasn't trauma informed, if I didn't understand what's underneath the facade. So one is, and back to that question where there's a long answer to it.
you know, there are different ways to recognize the effects of trauma, and trauma does not look only one way. It looks so many different ways. It comes in so many different forms, but there are some common things to it. And when you learn to recognize them, you're now learning to acknowledge that there must be a trauma underneath this. You know? Donc ça, bien sûr, s'il n'avait pas eu cette formation, cet entraînement informé au trauma, rien de tout ce qu'il décrit, ce monsieur, il n'aurait pas eu cette expérience-là. Rien de tout ce qu'il a exprimé ne se serait passé. Et donc, pour répondre de manière longue à la question de Mathieu, parce que c'est une longue réponse et c'est normal, c'est que il y a les traumas ont une infinité de variations, ils se manifestent de plein de façons différentes, en fonction par exemple des masques, on va dire, des personnages que ça va construire chez des gens. Mais en même temps, il y a des similitudes, il y a des points communs qu'on peut retrouver. Donc, pouvoir réussir à identifier comment ça se manifeste, ces points communs, entre autres, ça c'est une des réponses à comment réussir à les identifier pendant une séance. Good. I'm seeing time flying by. Maybe there's questions for Sure. other people. Yeah. Maybe you wanted to say something else. Don't want to interrupt you. Let's have another question or two. Yeah. J'avais une question. Oui, Oui, je voulais allez-y, je vous en savoir, prie. oui, je voulais savoir le shiatsu qu'on apprend habituellement à l'école versus le shiatsu que votre invité pratique. C'est quoi qui fait la différence que ça va être effectif pour un trauma? Bon, oui, je traduis. Vous voulez poser la question vous-même? Ah, OK. Hi. 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 I wanted to know, a lot of people are learning shiatsu from schools, and we all have the same meridian points of reference. I just want to know what's different with what we know as the basic meridians for shiatsu versus your treatment with trauma. How come your way to do it is more effective than what we learn in school? Yeah, shiatsu is not enough when you work with trauma. So what you will learn Okay. in the workshop are additional methods and tools. You know, how to make your shiatsu more trauma informed. You know, Okay. In the first few sessions, I don't even do traditional shiatsu. Okay. And all I concentrate on is the person's protective mechanisms that show themselves through the nervous system. And all I'm concerned for the first few sessions is to create trust between myself and the body of the client, to educate the client, and to start collaborating with the client. Okay. Because like I mentioned, some of the shiatsu techniques might be a little too invasive, and sometimes a lot of invasive for some trauma clients. Okay. So this is where I made adjustments as I discovered that for myself. For example, if somebody has experienced severe trauma, working on the abdomen could be very invasive. If somebody's experienced rape and torture, working in certain position is not possible. Okay. They just won't let you, or maybe they will let you, but they'll be disassociated. They will not be in their bodies, right? So it's not that my shiatsu is more effective. Is I build an infrastructure around shiatsu. Shiatsu is still the vehicle. Okay. But I build tools and an infrastructure around it to make it more trauma informed. Okay. And that's what makes it different. Okay. Thank you. You're welcome. Je vais quand même traduire, Diane, mais si c'est bon pour toi. Oui, c'est correct. Vas-y. C'est correct. Pour nos amis qui ne sont pas anglophones. Donc,
ce que disait Michael, c'est que pendant les premières séances qu'il a avec des gens, il fait pas du tout de contact, j'allais dire, il fait pas du tout de shiatsu. Mais le but, c'est vraiment de développer la conscience, développer la confiance, de donner plein d'informations différentes, euh, de reprendre, de développer la confiance avec le thérapeute, euh, et de développer des outils qui puissent être bah, simples par rapport à la posture, par rapport à plein de choses différentes. Donc c'est pas tellement que son shiatsu est plus efficace ou que ce qu'il fait est mieux, mais c'est que, encore une fois, c'est un rapport par rapport à être invasif. Et, euh, et donc beaucoup de choses qu'on fait peuvent être, peuvent stimuler ces failles. S'il y a un patient qui a souffert de torture ou de viol, il y a des positions qui vont pas du tout être possibles. Enfin voilà, il y a tout un tas de données à prendre en compte. Donc c'est plus une armature qu'il a construit, une structure qu'il a construit autour de tout ça, qui permet de rendre, qui permet à la fois de donner une fondation, de permettre la confiance, permettre tout ce travail en profondeur, et puis de faire en sorte que le shiatsu soit vraiment un véhicule efficace dans ça et que ce n'est pas un effet inverse. Voilà. And maybe to answer that question, Julian, maybe you came to my Portuguese workshop that I did in Portugal about trauma, and maybe you can answer that question, how that affected your practice for the last 6 months or so. Julian? Oh. Ah, je crois que you went to Portugal, non? Il may have a trauma. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, before What happened? until he comes back, maybe a quick question from another person. Ah, yeah. Anybody else has a question here? Yes, hello. Can I ask a question? Yes. Hi, thank you. Where did you get your tools from? Like, did you use Stephen Porges' work on vagus nerve and other tools? And also, did you make up your own methods with your practice? Thank you. Very good question. How do I pronounce your name? Marjolaine? Marjolaine, yes. Marjolaine. Et je vais juste traduire en français. Je lui ai demandé de quels outils s'était servi. Est-ce qu'il a utilisé le travail sur le nerf vague, notamment du docteur Stephen Porges, et où est-ce qu'il avait aussi utilisé des outils qu'il avait créés lui-même au long de sa pratique. Yeah, very good question. Some of those tools came to me just by me, especially in the early stage of working with so much trauma, just by me figuring out how to work with trauma, like what works, what doesn't. Some of it by trial and error, some of it by intuition. Mm-hmm. Some of it when I had the clinic and working very closely at running the programs, and I had to manage the programs and talk to all the therapists when we were working with a client, growing and learning from psychotherapy, from a naturopathic perspective, from the osteopaths, from hypnotherapy about the subconscious. I learned a lot just by being immersed in that environment. Mm-hmm. And also changing strategies, learning how to bring new strategies. What if I abandon Shiatsu for a little bit in my practice and start to work more directly with the nervous system? What will happen then? Mm-hmm. I didn't have any teachers because there was not many, and still not many, manual therapists that specifically work with trauma. So it's not like I had teachers. There was some techniques that I learned from a physiotherapy and that worked directly with the nervous system. There's some little techniques that I learned in different conferences where I would see a technique and then
I will adjust it to work with trauma and the body. So this is in a way how I figured it out, and my clients really forced me to find ways. I learned a lot from my clients and the people that came to see me. So that's the best that I can answer. Okay, thank you. But some of the theories, you know, the fight, flight, and freeze scale is very helpful in educating the clients. Some of the neurophysiology that is out there, some of the knowledge is really good for education purposes, to educate the client. Because when you start to speak about meridians and channels, and you know, it goes over people's heads. But when you start to explain in a neurophysiology way, in a way that makes sense for the clients, it's much easier. And so that's the combination of all of that, all of those experiences and exposure that I had. This is where I learned a lot of the techniques and tools. But then you need to But you a lot needed of to it know. is through trial and error, trial and finding a way that works, finding a way that works. I've worked with now 15,000 people, you know. Mhm. So But you needed to know the structure of nervous system, right? The theory, yes, which we don't actually learn with Shiatsu. Oh, for myself, I was trained in Paris, and I did a bit of physiology, but I didn't really integrate this theory into my work, into my Shiatsu training. So yeah, and the beauty with working with the nerves, the effects are very quick. And again, what's important about working with the nervous system, when you know how to manipulate the nervous system, and you do it always so gently and always so slowly, and the effects is so great, then the person realizes, wow, change can happen very quickly and very easily. And the problem with chronic pain patients or trauma patients, change sometimes feels impossible and requires so much effort. So having their nervous system experience that change can happen with ease over and over again is, in a way, retraining the nervous system and the mind that, yeah, change can happen easily. It doesn't have to require so much effort. yeah, thank you. Je peux traduire vite fait pour celles et ceux qui ont besoin. Alors, j'essaie de me souvenir, je suis pas aussi efficace que Julien. My En new gros, interpreter. En gros, il dit que ces outils, il les a acquis énormément par la pratique et par son travail lui-même déjà avec des thérapeutes, des physiothérapeutes, des naturopathes, enfin tous les gens du domaine de la santé qu'il a pu rencontrer. Et puis sa pratique aussi et par l'intuition. C'est tout ça qui a nourri son travail sur le système nerveux. Et je lui ai demandé si, parce que moi j'ai considéré que dans mon cursus de Shiatsu, on n'avait pas vraiment eu cette approche autour du système nerveux, que j'avais des bases assez faibles en physiologie. Et du coup, il a dit que c'était important quand même de connaître voilà, ce système, le fonctionnement de ce système nerveux et d'expliquer aussi aux patients, parce qu'au final, leur parler des méridiens, ça peut être assez flou et assez vague, alors que quand on commence à avoir une compréhension même basique de notre système nerveux et à l'observer, ça peut vraiment aider aussi dans l'autorégulation. Et après, il a dit que en travaillant en fait vraiment tout en douceur, ça va renforcer le système de sécurité en fait dans le système nerveux. Et il peut y avoir des grands changements assez rapidement. Alors que le problème, souvent dans les maladies chroniques et les douleurs chroniques, c'est que ce sont des choses qui durent et du coup qui s'ancrent dans le corps et qui s'accompagnent d'une peur que ça dure.
Et du coup, là, en fait, il va venir renforcer l'idée de sécurité et changer le cadre de référence. Et donc, ça amène un nouveau message qui dit que le confort et la guérison est possible. Ça va venir renforcer cette idée-là. Et, et ça permet de sortir aussi de la peur qui était enquistée, quoi, à peu près. Fantastic translation. Julianne, I think we found a replacement. Yeah, merci Marjolaine. Fantastique. Julianne, I was going to ask you, maybe you can share with the group what you learned in the trauma workshop in Portugal. How does that changed or enhanced your practice quickly? Chaud, chaud. Donc, il m'a demandé de partager un peu moi ce que j'avais pu apprendre au Portugal et comment ça avait changé ma pratique. Oui, hein, c'est exactement. Je réfléchis un peu à qu'est-ce que je pourrais dire parce qu'il y a beaucoup de choses. J'avais pris le temps d'écrire un peu des études de cas pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez les retrouver sur la page de. C'était un peu rédigé, il y avait différentes choses. Mais oui, moi, c'est assez simple, hein, mais c'est de rendre les gens actifs dans leur processus. Alors, un peu comme ça pourrait être intéressant pendant le stage qu'on va faire à Saucer les Pins, là, parce que je sais que Mathieu, donc notre autre, on en avait discuté en privé, mais avait fait de l'hypnose. Moi aussi, j'avais fait un tout petit peu d'hypnose. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend aussi en hypnose, de faire participer les gens, les rendre actifs dans ça. Mais là, pour moi, c'était vraiment une autre dimension. Des choses super simples, hein, comme juste les, mettre la main à un endroit, faire souffler, mettre la conscience, des images très simples et, et un avant-après, juste de faire sentir. Et ça a l'air de rien, mais enfin, c'est vraiment ces deux phrases-là, simple is powerful et less is more. Et c'est vraiment ça, hein, les deux trucs donc sans cesse faire moins. Moins, ça veut dire plus doucement en fait, et accompagné. Et, euh, et donc, oui, par exemple, ça c'est une manœuvre qui décrit assez bien au début pour désarmer cette défense, de mettre la main sur, faire sentir un point qui est sensible autour de Renmai 17 ou autour de cet axe principal, et de juste mettre la conscience de la personne sur cet endroit, lui dire d'ouvrir, d'imaginer comme une ouverture, et juste de rester là, et rien que de faire ça, et de faire... Après, bah, il y a apprendre à sentir aussi qu'est-ce qui se passe pour la personne. Moi, j'aime bien utiliser le souffle des fois, donc de dire à la personne de relâcher la mâchoire, d'expirer, et en fait, c'est rien du tout, hein, c'est tout bête, hein, mais il se passe tellement de choses dans dans ces moments-là pour la personne, donc ce qu'il appelle des phénomènes de release, des phénomènes de libération, des rires, des pleurs, tout ce qu'on veut, plein de choses différentes pour chacun. Et là, je sais pas comment dire, c'est vraiment des accélérateurs énergétiques, on pourrait dire, ou il y a beaucoup de choses qui se passent en peu de temps pour pas grand-chose, en tout cas. Donc voilà, ça c'est un petit. Après, on pourrait rentrer dans des détails de manœuvres, etc. Mais je ne vais pas répéter tout ce qui a été déjà dit là par rapport à Michael, les trucs invasifs, non invasifs. Mais c'est exactement ça. Euh, voilà. J'espère que c'est clair. Fantastic. Well, thank you. Thank you, Julianne, and thank you everybody who joined us here today. Merci beaucoup. For sharing. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. And we just wanted to mention that if you are coming or interested in coming to the workshop, we're going to extend the early bird pricing just to give you more time. It's happening in 2 months, so we still got time. And I look forward to seeing you in France, either in Paris or in Saint-Lépins. Am I pronouncing it right? Almost, really close, really close. Maybe Mathieu, I'm you can tell him. I can say Marseille,
but Marseille. Good. Donc, oui, on va étendre le prix préférentiel, le tarif early bird préférentiel. Until when do you want to extend it? until the end of April. End of April. Donc là, jusqu'à la fin avril. Donc pour le séminaire donc à Saucé-les-Pins, 23, 24, 25 mai, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc on étend le tarif préférentiel jusqu'à la fin avril, donc de 380 au lieu de 450. Et Michael et moi-même, on sera contents de vous y voir, de vous rencontrer. Il y a des gens qui participent au stage de Paris, là, je crois, donc, ou de voir à Paris déjà avant. Donc voilà, très content d'avoir partagé ce moment avec vous et puis de vous voir. Et puis les échanges ne sont pas finis. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez d'autres questions ou d'autres choses à partager, il y a toujours la page de l'événement, Michael ou moi. Enfin, voilà, n'hésitez pas, hein. C'est chouette. Fantastic. Thank you. Thank you, everyone. Merci, merci. Merci tout le monde. Et bonne fin de lundi de Pâques et puis à une prochaine fois. Merci Julien pour la traduction.